9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 décembre avec vous pour commenter l'actualité avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Valérie. Bonjour dans le studio, vous étiez là ce matin puisque tous les matins, 7h20, le grand matin Sud Radio. Et puis on vous retrouve également auprès de Patrick Roger et cette semaine de Benjamin Glaise pour les débats. Voilà. Jean-Luc Benamias, bonjour, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Il fait beau à Marseille ? Non. Non, bon, d'accord. Bon, comme ça, c'est dit. Bah, ici, il fait 35 degrés, la Méditerranée est belle. Voilà, à Paris. Absolument. Ergun Toparslan, bonjour, vice-président vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour à vous. Et amateur de foot et joueur de foot, j'ai vu ça sur les réseaux. Hein. Et puis Alexandre Mancino, bonjour. Vous êtes avocat, président du Cercle Orion et du mouvement Agora. Bonjour à vous. Coupe du Monde, suite et fin. Les Bleus accueillis en champion hier à la Concorde. On va en reparler. On va parler du service national universel dont a parlé le président de la République hier. Et puis, faut-il abaisser la majorité pénale à 16 ans ? Et puis, bien d'autres sujets. Il y a le sujet des visas également entre la France et le Maroc et entre la France et l'Algérie. Et on va commencer tout de suite avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mais commençons avec Alexandre. Commençons avec vous. Oui. Alors, moi, j'aimerais parler un peu de la laïcité et de la récente convention qu'a signée le gouvernement, enfin notamment Olivier Klein, ministre de la Ville, sur la formation des acteurs de terrain à la laïcité. Étant entendu que après les attentats 2015, Samuel Paty, l'État a pris en charge le financement d'un certain nombre d'acteurs de terrain pour les former précisément à la laïcité et aux valeurs républicaines. Et bien là, on a vu récemment que Olivier Klein a signé une convention avec des acteurs qui défendent une laïcité ouverte, une laïcité très inclusive. Je pense que ça ne renvoie pas du tout un bon signal aux partisans, je dirais, de l'ordre républicain et d'identité. Qu'est-ce que c'est qu'une laïcité ouverte et qui sont ces gens justement ? Voilà, alors justement, il s'agit donc de la Ligue de l'enseignement qui est défenseur d'une laïcité ouverte, donc autrement dit accommodante, avec l'essence même de la laïcité, je dirais le côté principiel de la laïcité. Typiquement, ce sont des individus qui considèrent qu'on peut s'accommoder d'un certain nombre de principes, que la laïcité en réalité a certains traits négatifs, notamment vis-à-vis de certaines religions, notamment vis-à-vis de l'islam, qu'il faut faire attention à la manière dont on enseigne les cours d'histoire, qu'il faut faire attention au blasphème parce que ça peut choquer des sensibilités. Ce sont des gens qui, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur comme Sciences Po, par exemple, qui organise le Hijab Day, et je suis bien placé pour le savoir, ayant été dans cette école. Donc voilà, on voit. Qui les a nommés est-ce que ça exprime pas justement l'ambiguïté du président de la République encore une fois, sur ce sujet de la laïcité ? Bien, j'y viens. À travers ces faits, il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, ça montre que le gouvernement actuel est toujours très mal à l'aise en réalité sur cette question de laïcité, sur le multiculturalisme, sur l'identité française, et qu'il ne se mouille pas trop, et qu'il veut toujours accommoder un peu les partisans. En même temps. Le en même temps, les dérives du en même temps. Le en même temps, toujours et surtout. Le en même temps, oui, à certains égards, peut se justifier sur les côtés, sur les aspects économiques, par exemple, oui, sur des aspects sur la conjoncture géopolitique, oui, mais pas sur des principes aussi essentiels que la laïcité, que l'éducation, que le mérite. Il nous faut un cap. Comment vous comprenez la nomination Eh bien, cette nomination, cette signature de convention montre une fois encore que le gouvernement ne se mouille pas trop la chemise,
l'Église. Le en même temps, le pas de vague en réalité, toujours, hein, sur cette question. Je crois encore une fois que ça renvoie à un très mauvais signal, parce que, et ça il faut le rappeler, la laïcité est un principe cardinal de notre République, et je crois qu'il faut vraiment revenir aux sources de la loi de 1905, la liberté de conscience d'un côté, la religion dans l'espace privé, et rappeler que personne ne peut s'exonérer de la règle commune pour faire triompher ces considérations, ces particularismes religieux. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment le rappeler. On va faire réagir les uns les autres. Vous en aviez entendu parler Oui, bien sûr. Après, je ne pense pas qu'il faille extrapoler sur des prises de position du président de la République sur la laïcité. On peut s'en tenir. Il n'est pas hyper clair non plus. Si vous réécoutez ses discours, en particulier celui des Mureaux et tous les discours qu'il a pu tenir, il a sa position qui est plutôt claire. Il y a une présomption, je ne sais pas, de flou sur le sujet-là. Après, il est peut-être certain que sur certains aspects, d'un point de vue, y compris de communication politique, donc là, je me mets également dans le paquet en tant que porte-parole, on va dire, d'un parti de la composante de la majorité présidentielle. Peut-être on n'a pas été suffisamment, notre discours n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait, mais sur le principe de laïcité, c'est on va dire un principe cardinal, si je peux me permettre pour le coup, de la majorité présidentielle. C'est ce qui nous unit, c'est dans l'ADN de notre famille politique. Après la signature d'une telle convention, il y en a beaucoup. Des fois, malheureusement, il faut se le dire aussi que c'est comme les conventions qu'il y avait pendant plusieurs années avec certaines associations, y compris dans les associations, on a une offensive intellectuelle qui pousse à imposer certaines façons de penser, certaines perceptions de la laïcité. Donc, il est possible que la Ligue de l'enseignement soit dessus, mais en tout cas, les services de l'État et ceux du ministère Olivricain sont très vigilants sur le fait de pouvoir être très ferme. Vous trouvez que Pap Ndiaye est un garant fort, comme l'était peut-être Blanquer sur ce sujet? Oui, en tant que ministre, oui. Oui, Éric? Non. Oui. Vous voyez, il dit oui, moi je dis non. Voilà. Non, ce qui m'amuse beaucoup, si vous voulez, c'est qu'on a un président de la République, donc il ne faudrait pas extrapoler, vous avez dit, ses propos, sa vision. Si on n'extrapole pas la vision du président de la République ou ses propos... à partir de cette charte, de cette convention. Oui, mais enfin quand même, c'est un élément fort. Mais je veux dire, moi ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on a un président de la République qui est coach donc, de l'équipe de France de football, mais à qui on ne demande pas son avis, par exemple, quand on parle de laïcité, de savoir s'il trouve que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose d'extraire les crèches des mairies, par exemple. Vous voyez, parce que la loi sur la séparation de l'Église et de l'État date de 1905, donc vous voyez, ça fait quand même plus d'un siècle. Vous posez des questions qu'on a déjà posées, c'est le Conseil d'État qui a tranché en vrai. C'est le Conseil d'État qui a tranché. Si vous voulez revenir à chaque fois dessus, non, je ne veux pas revenir à chaque fois dessus, c'est-à-dire que le président de la République, il est omniprésent sur plein de sujets, mais il ne faudrait pas extrapoler sur un texte aussi important que celui-ci concernant la laïcité, et en même temps, il ne faudrait pas lui poser... C'est une convention, c'est pas un texte. Une convention, si vous voulez, très bien. De formation. Très bien. Oui, mais vous voyez, c'est quand même regrettable. Enfin, moi, je trouve que c'est regrettable pour le débat public. En plus, la laïcité, en ce moment, plus que jamais, c'est une matière explosive à manier avec beaucoup de précautions. Absolument. Beaucoup de précautions. Les Français ont besoin vraiment d'un cap et d'une colonne vertébrale. Et les dérives de ce en même temps, encore une fois, ne renvoient pas de bons messages sur des sujets aussi cruciaux que l'ordre républicain et que la laïcité. On va avancer, mais peut-être un mot, Jean-Luc Benamias. C'est sûr. Vous ne savez pas qui est la Ligue de l'enseignement. Ce n'est pas une petite association. Non, c'est une énorme association historique qui défend la loi de 1905 depuis des dizaines d'années. La Ligue de l'enseignement, c'est la majorité des syndicats enseignants. C'est la majorité des associations s'occupant de ce qu'on appelle l'éducation populaire dans ce pays. Et qui sont, mais alors, totalement radicaux sur l'existence de la loi de 1905. Qu'est-ce que c'est que cette invention que la Ligue de l'enseignement serait un truc hors sol qui n'existerait plus et qui serait hors loi de 1905? Et excusez-moi, le ton est un peu furieux, mais vraiment là, on tombe dans un fake news le plus total. Vous êtes en train d'attaquer une association historique qui défend la loi de 1905. Vous vous rendez compte de ça? Mais il y a manière de défendre la loi de 1905, Jean-Luc. Ils la défendent parce que la loi de 1905 est à défendre dans sa totalité, de A à Z, telle qu'elle a été mise en place par un accord entre l'Église catholique et la République française à l'Assemblée nationale en 1905, pendant un débat absolument historique qui a passé un compromis passé entre l'Église catholique
et la République. J'ai l'Église catholique, pourquoi? Parce que les autres religions étaient moins dirigeantes de la République française ou de la France depuis des siècles. Voilà, vraiment, excusez le ton, mais vraiment, s'attaquer à une organisation de ce genre, comme si c'était une organisation extrémiste, est complètement, pour moi, totalement hallucinant. Bon, non, mais je pense qu'il faut quand même considérer les deux conceptions de la laïcité, la conception principielle telle que évoquée dans la loi de 1905, et aujourd'hui les partisans, la politisation de cette notion, la conception rigoriste d'un côté et la conception ouverte et inclusive de l'autre. La Ligue de l'enseignement, je suis désolé, mais n'est pas en phase avec l'origine et les principes de la loi de 1905 telle qu'elle a été évoquée. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant, 9h14 sur Sud Radio. On va continuer de débattre avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous débattons, nous commentons l'actualité avec Ergun Parslan, Alexandre Mancino, Éric Revel et Jean-Luc Benamias. Jean-Luc, vous étiez chaud, vous avez un coup de gueule ce matin, encore. C'est un coup de gueule, c'est pas très original, je m'excuse. C'est sur les trottinettes et les patinettes. Ouais. Il est temps alors là de faire de la régulation, et réellement quoi. Rien n'est régulé dans cette les trottinettes. Sur les grandes marques qui ont mis des trottinettes partout dans le monde, et notamment en France, dans toutes les villes françaises, le droit de circulation est total, d'accord, mais on doit réguler tout ça. On voit des mômes circuler n'importe comment, n'importe où, sur les trottoirs, sur la route, sur les pistes cyclables, en trottinette. C'est un danger, notamment pour ceux qui sont dessus, mais surtout un danger pour l'ensemble des autres qui circulent sur la route. Des voitures, des vélos, des piétons, surtout sur les trottoirs. À un moment donné, d'abord il y en a partout et elles sont mises n'importe où. Enfin, je n'invente rien malheureusement. Voilà. On va atteindre maintenant un certain niveau d'inacceptabilité. Voilà. Alors. Derrière tout ça, il y a des accidents, ça occupe aussi sérieusement les urgences. Ils ont déjà d'autres choses à faire. Mais vous êtes pile poil dans l'actualité puisque l'Académie de médecine recommande de nouvelles règles. Il y a une augmentation de 180% des blessés. Mais des blessés, et ils demandent à ce que la réglementation soit durcie puisque traumatisme crânien, fracture de la mâchoire, du nez. Là, on parle de ceux qui sont sur les trottinettes, mais vous avez raison aussi de signaler ceux qui sont à pied et qui sont parfois victimes également de ces trottinettes qui roulent à une allure absolument dingue. Donc ils demandent aussi à ce que les plateformes soient un peu plus larges pour qu'on puisse poser les deux pieds. Moi, quand je vois des parents avec des gosses sur les trottinettes, les deux pieds côte à côte et non pas l'un devant derrière. On le voit très bien. Et même 25 km/h, vous vous rendez compte, 25 km/h sur une trottinette, rien que ça, il faudrait le réguler. Oui, pas de casque obligatoire. Encore ça, c'est pour les trottinettes en libre service, parce qu'il y a des trottinettes qui sont en vente, non pas assurées, qui vont à plus de 32, 35 km/h. C'est que, et c'est la première fois, à mon avis, concernant un moyen de locomotion. Vous voyez, quand vous lancez une voiture, vous avez des crash tests à faire, vous avez un certain nombre de choses à respecter. Ça viendrait à l'idée de personne d'avoir une voiture sans clignotant, par exemple. Ça n'existe pas. Les trottinettes, si. Il n'y a jamais eu de standardisation, c'est-à-dire que on n'a jamais imposé à un constructeur de trottinettes de mettre des clignotants, par exemple. Donc en fait, c'est un peu open bar, c'est-à-dire chacun propose sa trottinette, il n'y a pas de standard, il y a un minimum de critères qui sont respectés, mais c'est absolument hallucinant. Vous imaginez lancer une voiture sans savoir si il faut qu'elle ait 4 roues, 3 roues. Il y a de moins en moins de voitures qui mettent le clignotant. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ils ont l'option de le mettre au moins. C'est pas standardisé. C'est pas standardisé. La construction de trottinettes n'est pas standardisée. Donc coup de gueule salutaire. Coup de gueule, Éric Revel, c'est un des sujets que je voulais évoquer ce matin aussi sur les visas. Ah oui, les visas, c'est extraordinaire. Vous voyez, le président de la République rappelait il n'y a pas très longtemps qu'il fallait pas confondre sport et politique, c'est ça. Et bien là, justement, il a été pris à défaut de sa propre parole, mais de manière absolument hallucinante. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on était en demi-finale de la Coupe du Monde, ou pendant qu'on était en finale de la Coupe du Monde, Madame Colonna s'est rendue au Maroc, Monsieur Darmanin s'est rendu en Algérie,
Et tout est passé crème parce que les Français avaient évidemment les yeux et l'esprit fixés sur un événement sportif. Et en sous-main, qu'a fait le ministre de l'Intérieur et la ministre des Affaires étrangères, ils ont fait de la politique. Ils ont donc de nouveau ouvert les visas aux ressortissants marocains et algériens. Je rappelle que quand Mme Borne avait été à la tête d'une délégation de 17 ministres en Algérie, elle était revenue avec la promesse d'ouvrir 2 consulats de plus en France algérien. Nous sommes donc à 20 consulats. Alors, ce serait pas finalement super grave ou super embêtant si on avait ce que le gouvernement marocain ou le gouvernement algérien aurait promis en termes de laissez-passer consulaire pour expulser nos fameux OQTF. Eh bien, visiblement... C'est pas donnant-donnant. Eh ben non. Visiblement, on a rien ou pas grand-chose obtenu. En tout cas, Gérald Darmanin, qui est toujours prompt à expliquer que quand le Conseil d'État lui donne raison pour l'expulsion d'un imam, c'est la victoire de la République. Bon, même si depuis l'imam, il s'est barré. Là, on n'a pas entendu le ministre de l'Intérieur nous expliquer, ou alors je suis passé à côté, concrètement, le nombre de laissez-passer consulaires qu'il avait obtenu en face de la normalisation des visas pour l'Algérie et pour les ressortissants marocains. Voilà, je trouve ça doublement dommage. Parce qu'on se sert quand même d'une grande compétition sportive pour négocier et pour faire passer une information qui intéresse quand même tous les Français. Qui ressort maintenant. Bien sûr, qui ressort maintenant. Mais je veux dire, je sais même pas s'il a eu le loisir de regarder les matchs de foot, Monsieur Darmanin. J'espère que si, quand même. Et Madame Colonna. Mais je trouve ça quand même lamentable. Mais c'est vrai qu'en septembre 2021, Paris, on le rappelle, avait décidé de réduire de 50% le nombre des visas accordés à l'Algérie et au Maroc, 30% pour la Tunisie. Et effectivement, le président Macron avait dit que ce n'est pas acceptable qu'on ne reprenne pas des étrangers en situation irrégulière qui étaient identifiés comme dangereux et troublant l'ordre public. Donc là, maintenant, il ne se passe plus rien. Comment vous voulez, Argon Torparslan? Il y a 2 aspects là-dessus. Il y a évidemment l'aspect sur lequel je pense qu'on aura plus de précision dans les prochains jours. Il y a une réalité aussi économique qui est sur la blessure de Benzema ou sur les compensations y compris sur la blessure de Benzema, j'espère qu'on aura plus d'informations. Mais pour revenir sur le sujet, cette restriction des visas a eu un impact aussi économique et non négligeable, notamment dans les 2 sens, pour les hommes d'affaires français au Maroc et pour les Marocains ici. Et dans le contexte actuel, on peut s'imaginer que ça a eu, avec la durée que ça a pris, ça a eu un impact non négligeable. Donc qu'on aille vers une normalisation et surtout que ça apparaissait comme un peu trop grande injustice du côté marocain et algérien. Il faut, je pense, ne pas le perdre de vue aussi, sachant que le Maroc a fait beaucoup d'efforts, notamment dans la maîtrise de sa frontière avec l'Espagne et donc l'Europe. De là, maintenant, on espère aussi qu'on puisse retrouver des flux d'activités économiques qui seront plus intéressants avec ces mises à jour. Oui, moi je crois qu'il faut encore une fois, il faut de la constance et il faut de la cohérence. Qu'il y ait des discussions qui se fassent au cours d'une compétition sportive, ça me paraît tout à fait normal. Et le fait de ne pas dissocier sport et politique, il faut arrêter. Je crois que tout est prétexte à faire de la politique aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur le fond, je crois que là aussi, encore une fois, j'ai envie de dire, il faut un cap, il faut de la cohérence, et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette affaire, on a tout un effet de communication qui s'opère, qui s'est opéré il y a quelques semaines, avec beaucoup de communication de la part du président de la République et de son gouvernement sur justement les mesures extrêmement restrictives qui allaient être prises au niveau des visas vis-à-vis de certains pays du Maghreb. Et puis on voit aujourd'hui le volte-face en réalité. On voit aujourd'hui le volte-face. Pour des considérations peut-être économiques, politiques, peut-être, mais encore une fois, quel est le message renvoyé à ce permanent changement dans l'attitude du gouvernement sur cette question? Encore une fois, je crois qu'on peut vraiment tout englober: l'ordre républicain, l'immigration, toutes ces considérations qui touchent vraiment au cœur des valeurs républicaines, et on a vu aux dernières élections à quel point les Français sont attachés à ces questions-là. Eh bien, on voit le volte-face permanent du gouvernement. Je crois qu'il faudrait vraiment de la constance, il faudrait fixer un cap, et il faudrait s'y tenir. Enfin. Enfin, une bonne fois pour toutes. Jean-Luc Benamias, cette affaire des visas. Juste quelques mots. On ne peut absolument pas mélanger l'Algérie et le Maroc dans les relations avec la France.
les relations avec la France, entre la France et l'Algérie, on sait pourquoi, elles sont extrêmement compliquées. Elles sont beaucoup moins compliquées que le Maroc. Je ne sais pas ce qu'a fait Darmanin. J'apprends avec vous là ce que... Bah oui, vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de com'. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux visas qui vont être ouverts. Ce que je sais, et on a déjà beaucoup discuté sur Sud Radio, c'est qu'effectivement, quand on parle d'OQTF, il faudrait réguler cette affaire et se dire que quand on parle d'OQTF, il y a vraiment possibilité de renvoyer des gens qu'on ne veut plus avoir sur le territoire français. Or, je le dis régulièrement, ça n'est pas le cas, puisque en face, nous avons des pays qui n'ont pas envie de revoir certains de leurs ressortissants. D'ailleurs, on peut les comprendre. Hein. Ouais. Mais mon cher Jean-Luc, c'est bien parce que c'est le président de la République lui-même qui a confondu les relations entre le Maroc et l'Algérie, alors que les deux pays... Oui, j'entends, Eric. Oui, c'est bien son problème à lui. C'est pour ça qu'on a été pendant quelques semaines, quelques mois, à la fois en froid avec l'Algérie et en froid avec le Maroc. Ouais. On a eu les deux parce que précisément, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis des relations diplomatiques avec les uns et les autres. Et puis, pardon de rappeler quand même une chose que je rappelle régulièrement, il varie beaucoup dans son discours, le chef de l'État, mais souvenez-vous ce qu'il a dit en Algérie en 2017 lors de sa campagne électorale. La guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit quelques années plus tard? Il dit que la junte militaire au pouvoir en Algérie se sert de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle. Ce sont ces termes. Alors, c'est une rente mémorielle, c'est un crime contre l'humanité, avec d'ailleurs ce que ça entraînait de dire crime contre l'humanité. Quand si vous êtes coupable d'un crime contre l'humanité, ça veut dire qu'il faut traduire tous les gens qui se seraient livrés à des crimes contre l'humanité devant le tribunal de La Haye. Enfin, donc tout ça pour dire que oui, moi je suis très dérouté. C'est-à-dire que sur des sujets aussi sensibles, là, vous avez raison Jean-Luc, bien, que celui de la guerre d'Algérie, le chef de l'État, il est capable de mettre du sel sur la plaie et le lendemain il met du baume. Donc c'est incompréhensible. Mais là, les visas, effectivement, vous voyez, beaucoup, je pense, de nos auditeurs apprennent et découvrent cet accord. Oui, parce qu'on avait la tête ailleurs. On avait la tête ailleurs, c'est de la communication. Allez, petite pause, 9h27, restez avec nous, on va parler foot. Allez, on clôture cette séquence Coupe du Monde, ou pas, peut-être qu'il y aura des suites, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, on va parler foot et c'est votre coup de cœur, Ergun Toparslan, ce matin. Oui, la grande Concorde, place de la Concorde autour de nos Bleus hier soir. Effectivement, qui a eu d'ailleurs encore un couac de la fédération qui, à un moment donné, disait qu'il n'y avait pas de rassemblement. Mais au final, avec la volonté des joueurs, ce rassemblement a eu lieu. Il était très beau parce qu'ils ont attendu assez longtemps les joueurs. Et on voit qu'encore une fois, les émotions que peuvent procurer le football, comme disait Bernard Tapie, il n'y a pas d'autre sport qui arriveront à mettre 50 000 personnes dans la rue autour d'une seule équipe. C'est vraiment un sport à part. On est passé par des émotions incroyables après la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde pour beaucoup de commentateurs. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Peut-être Eric a un autre avis là-dessus. On serait prêt à l'écouter. Mais voilà, encore une fois, cette équipe de France qui nous a unis dans nos diversités face à l'adversité et malgré un échec qui est un échec très dur, encore plus dur, on va dire, que celui de 2006, a été accueilli de manière héroïque. Donc cette épopée tragique cette fois-ci, qui on l'espère ouvrira la porte à plein d'espoir, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je suis à plus de 50% de l'équipe qui a moins de 25 ans, et donc on peut imaginer de très très belles compétitions internationales et une étoile très rapidement sur notre maillot, on l'espère, dans les prochaines années. Donc vous êtes content, fier et je suis très fier, je suis très fatigué émotionnellement parce que c'était très dur le dernier match, mais un énorme sentiment de fierté, et on voit que le foot peut nous faire vivre certaines émotions et retrouver un attachement patriotique. Alors je vous conseille de lire le papier de Sophie de Menton dans Causeur qui dit: j'aimerais bien être fier de la France pour d'autres choses également. Et elle a cette phrase assez drôle aussi où elle dit: Panem est circonférence du pain et des jeux. Aujourd'hui pour les jeux ça va, mais pour le pain ça va être plus difficile puisque les boulangers ferment et le prix de la baguette augmente. Donc effectivement être fier de la France, moi ça me terrifie un peu, et c'est un peu le sens du papier de Sophie. C'est bien, d'un côté c'est très positif, mais je trouve ça assez terrifiant quand même. Je vais rebondir sur Alexandre ce point. Mancino. Vous avez raison. Enfin, je crois que tout a été dit sur les Coupes du Monde. Donc ça, je n'y reviendrai pas.
En revanche, pour rebondir sur votre point, moi aussi je partage le fait que c'est dommage que dans notre pays, nous ayons que les matchs de foot qui rassemblent les Français autour de valeurs communes et qui permet d'envoyer tout le monde dans la rue, au-delà des diversités, des différences des uns et des autres. Je crois que c'est dommage. Et je crois vraiment que l'État et que tous les acteurs ont un rôle à jouer précisément pour recréer du lien entre les Français. Oui, pour recréer du lien, l'école a un vrai rôle à jouer, les familles, l'éducation civique et citoyenne. Je crois vraiment que ces scènes populaires que nous avons vues hier, place de la Concorde, ne doivent pas être exclusivement circonscrites aux compétitions sportives. Je crois que c'est un vrai enjeu pour notre pays que de rassembler, que de créer du lien et que de recréer de l'unité et du ciment autour de valeurs communes. Je crois que c'est vraiment l'enjeu des prochaines années. En même temps, le foot, et c'est Frédéric Dabi qui nous le disait, ça ne dure que l'instant d'un claquement de doigts, cette unité. Aucune, pratiquement, je crois qu'il n'y a que celle de 98. Ça n'a strictement rien changé d'un point de vue politique ou optimisme des Français. Jean-Luc, je vous sens trépigner. Le sport n'est pas fait pour ça. Alors, juste pour votre connaissance, mais je pense que vous le savez, nous allons avoir la Coupe du Monde en 2023 de rugby. Oui, je peux vous dire qu'avec l'équipe de France que nous avons, nous allons, tant mieux, nous allons avoir des centaines de milliers, des millions de Français qui vont vibrer avec l'équipe de France de rugby. Et je peux le dire, même là maintenant, normalement, ce sera à la même hauteur que ce qu'on peut vivre, notamment avec le foot. Quand vous regardez l'équipe de France de rugby, et le rugby dans ce qu'il a de populaire lui aussi au niveau mondial, je ne vois pas tellement de différence. Nous avons les meilleures équipes au niveau du sport collectif, basket, volley, handball. Vous l'avez vu aux derniers Jeux Olympiques. Donc, je mets le foot. Alors, le foot, évidemment, mondialisé. On a vécu une finale de Coupe du Monde plus que stressante, angoissante. Jusqu'à la 80e minute, la France n'existait pas. On a eu 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Bon, à part faire le match, mais oui. Bon, donc il faut relativiser. Et je relativise aussi sur le nombre de personnes qui avaient place de la Concorde. C'est très bien, c'était des moins de 30 ans, il y avait 30 à 20 000 à 30 000 personnes, non pas 50 000. Vous avez qu'à regarder les images, ça se voit. Bon, très bien, je ne critique pas, mais c'était pas non plus, ça n'avait rien à voir avec la passion qu'on avait pu avoir en 98 et dans d'autres années, ou en 2018. Donc, moi, j'ai suivi ça. J'ai juste un mot sur les histoires de boycott. Faut arrêter aussi avec ça, parce que quand on parle de boycott, moi je ne suis pas pro-Qatar, machin truc, parce que ça ne sert à rien. Et puis en plus, on a des divergences, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la façon dont le Qatar et les dirigeants qataris agissent au niveau européen et au niveau mondial. Mais clairement, quand il y a des possibilités de passion, utilisons-les. Et il n'y a pas que de la passion uniquement avec le foot. Je termine là-dessus. Eric ? Oui, alors deux choses. D'abord, il y a deux effets comme dans des grands événements sportifs mondiaux. Il y a ce que les psys appellent l'effet bonheur, c'est-à-dire quand on gagne, on a le sentiment que l'air est plus léger. Vous savez, c'est un peu comme quand votre candidat est élu à la présidence de la République. Vous avez l'impression, voilà, vous avez connu ça, vous avez de la chance. Vous avez l'impression que que l'air est plus léger, que vos amis sont encore plus amicaux. Donc ça, c'est l'effet bonheur. Puis il y a un petit effet économique. En 98, par exemple, au tempora Mores, mais la croissance française était de 3%, et le premier trimestre qui a suivi la victoire des Bleus a vu une augmentation de 6% en rythme annuel de la consommation française. En 2018, dernière victoire française, plus léger, 0,1% de croissance. Alors c'est pas grand-chose, mais c'est 2 milliards d'euros quand même de PIB supplémentaire. Mais vraiment un effet Coupe du Monde ? Ah bah oui, 2018, c'est mesuré. Enfin, il y a des économistes travaillent là-dessus. Alors maintenant, deux choses. Il y a deux grands vainqueurs quand même à cette Coupe du Monde. L'Argentine, malheureusement pour nous, et le Qatar. Pardonnez-moi. Je vais plus loin. Le Qatar, pourquoi ? Parce que la finale de la Coupe du Monde, c'est quoi ? C'est Argentine-France, n'est-ce pas ? C'est Messi face à Mbappé. Les deux sont membres du PSG, qui lui-même est la propriété du Qatar. Donc en fait, au-delà de l'organisation qui visiblement a été bonne, au-delà des appels au boycott qui n'ont pas fonctionné, en fait, c'est une victoire quasi totale du Qatar, qui a réussi son coup diplomatique, qui a investi beaucoup d'argent et qui se retrouve avec être au centre de la planète mondiale du football. Messi, Neymar, Mbappé. Bon, Neymar, il est parti un peu avant, mais vous vous rendez compte ? Et qui a fait un sans faute sur l'organisation, il faut bien le dire. Pour autant, il y a beaucoup de sujets, je pense, sur les attributions des prochaines compétitions.
même pas que le foot, et la perception et la sensibilité des gens vont être différentes parce que il y a des vrais sujets sur lesquels la FIFA n'a pas été à la hauteur, contrairement au Qatar. Quand on voit le jour de la finale, où on se retrouve avec des présidents de fédérations qui ont été condamnés pour cacher des réseaux criminels de pédophiles dans leur fédération, notamment un président de fédération africain. Il y a beaucoup aussi de sujets aussi là-dessus au niveau de la FFF, sur la corruption en Europe. Mais tout ça, je suis plus certain qu'une attribution comme celle du Qatar passerait, mais en tout cas, il y a besoin aussi d'une véritable réforme de la FIFA et des instances de la gestion du sport international. Réforme de la FIFA. Jean-Luc. Oui. Là, nous avons deux organisations qui ne sont pas réformables, qui s'appellent la FIFA et le CIO. Qui sont plus puissants que l'ONU, ils ont plus de pays adhérents à la FIFA et au CIO. Non, il n'y a pas de réforme. C'est d'après aux différents pays qui choisissent les différents sites, parce que je viens d'apprendre ce matin que le Qatar, maintenant, après la réussite, entre guillemets, mais réussite quand même, se propose pour organiser les Jeux Olympiques. D'ailleurs, il faut bien utiliser les 6 stades nouveaux, parce que le sport au Qatar, avec 6 stades, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Bon, voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est aux différentes fédérations dans les pays dits démocratiques, qui sont plus démocratiques que les autres, c'est une évidence, de faire qu'à un moment donné, on ne choisisse pas n'importe quel pays pour uniquement des raisons financières, et parfois des raisons diplomatiques. Et le Qatar sort de là, évidemment, tu as raison, Eric. Ils ont réussi leur histoire, de A à Z. Pas de boycott, parce qu'il n'y a pas eu de boycott, et puis des événements pendant le mois de la Coupe du Monde où tout s'est passé de manière extrêmement normale. Alors pendant les années avant, c'est moins qu'on puisse dire, c'était pas normal, des milliers de morts, de l'esclavage, enfin tout ce que vous voulez, mais globalement au niveau de l'impression générale, c'est réussi pour eux. Oui, je crois qu'il faut revoir peut-être dans les années qui vont suivre les critères d'obtention de ces différentes compétitions internationales, peut-être à travers un certain nombre de cahiers des charges et de critères extrêmement stricts sur le respect des droits de l'homme et sur le respect des valeurs, on va dire, des droits humains, des libertés fondamentales. Je crois que ça, c'est un sujet qui doit être mis sur la table sur les prochaines compétitions. Après, vous avez raison, je crois qu'il ne s'agissait pas, dans le cas d'espèce, de revenir sur le Qatar et sur le fait que le Qatar ait eu cette Coupe du Monde. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs le président de la République. Il s'agissait d'une décision qui avait été faite bien en amont il y a quelques années maintenant, donc il ne s'agissait pas d'y revenir. En revanche, je crois qu'il faut en tirer toutes les leçons. Il faut en tirer toutes les leçons parce qu'on ne peut pas avoir, encore une fois, deux discours. Critiquer dans les petites lignes la manière dont la politique s'opère dans ce pays-là, avec toutes les dérives que nous connaissons vis-à-vis des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'un côté, dans la presse et dans les médias internationaux, et puis de l'autre, continuer à donner un aval vis-à-vis de ces compétitions, vis-à-vis de ces pays-là. Donc je crois qu'il faut encore une fois être cohérent et peut-être mettre autour de la table tous les acteurs afin de parvenir à un cahier des charges un peu plus strict et un peu plus vigilant vis-à-vis de ces questions. Oui, à suivre donc, pour ce qui se passera pour la prochaine Coupe du Monde et puis les prochains événements. Nos propres chantiers pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024, parce que vous avez vu que c'est en train de monter, il y a quelques papiers qui sortent dans la presse qui notent que on n'est pas irréprochable sur nos propres chantiers à Paris, parce qu'il y a beaucoup de sans-papiers qui travailleraient, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être sous-payés, vous voyez, donc ça n'exonère pas évidemment ses responsabilités le Qatar, mais ce que je veux dire c'est que souvent, et la France est la championne du monde, alors là, quelle que soit l'année, c'est que souvent on donne des leçons à la terre entière de droits de l'homme, de non-corruption, enfin vous voyez, on est le pays des droits de l'homme, donc forcément on a des leçons et parfois, quand vous regardez dans le détail, on n'est pas très clean, quoi. On n'est pas très bien. Et puis beaucoup de gens sont inquiets quand même sur l'organisation de ces Jeux Olympiques, en particulier en termes de sécurité. Visiblement, on n'y est pas encore, et ça va être très compliqué. Ce sera un vrai sujet pour le ministre de l'Intérieur. Autre sujet à venir. Donc, on va parler du service national universel obligatoire. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Alors, le président de la République a quitté le Qatar pour se rendre sur le Charles de Gaulle et il a
dit qu'il s'exprimerait sur le service national universel en début d'année, en janvier. Donc la question qu'on vous pose ce matin, c'est est-ce que ce service national universel qui a été lancé en 2019 et qui est sur le principe du volontariat doit devenir obligatoire. C'est en tout cas une chose à laquelle le président est en train de réfléchir. Vous y êtes favorable, vous, Éric Revel ? Moi, je fais partie des vieux ringards qui ont toujours trouvé dommage qu'on ait supprimé pour des questions budgétaires sous Jacques Chirac le service militaire. Bon. Maintenant, le rendre obligatoire, je dis pourquoi pas, mais le service universel, c'est quoi ? C'est 3-4 jours. Donc une semaine, ok. Donc mais imaginez que pendant une semaine, si vous voulez, on va de nouveau recréer ce creuset républicain, cette mixité sociale que représentait quand même le service militaire. À mon avis, c'est une gageure, ça n'existe pas. En une semaine, vous n'apprenez pas à côtoyer des gens parce que le gros avantage, il faut le répéter quand même, du service militaire, au-delà du fait, alors certains n'aimaient pas, bon, très bien, c'est qu'en fait, vous preniez conscience qu'à côté de vous, il y avait des gens qui n'avaient pas le même niveau intellectuel, pas le même niveau de social, qui ne vivaient pas de la même manière que vous, et ce brassage républicain social participait, à mon avis, à la solidité des piliers de la République. Et pourquoi est-ce que tout ça s'est effiloché ? En partie, je pense, parce qu'on a bousillé ce creuset que représentait le service militaire. Maintenant, le rendre obligatoire, juste pour une semaine, et s'imaginer que sur un claquement de doigts, les jeunes de ce pays vont se découvrir, s'apprécier et vont faire cause commune. C'est pas le service civique, c'était le service national. Service national. C'est service national. C'est minimum 3 semaines, c'est plusieurs étapes. Bon, 3 semaines. Je vous ai pas coupé, effectivement. Non, mais 3 semaines, bon, bien sûr. Nous, on était en fait plutôt pour, y compris l'intégrer dans le programme du président de la République pour les élections présidentielles. C'est vrai qu'il y a eu débat, y compris dans la majorité présidentielle, sur cette notion d'obligatoire ou non. En réalité, un sujet efficacité budgétaire aussi, qui a été la raison pour laquelle on a supprimé le service militaire obligatoire, parce que le SNU, effectivement, il y a un coût, et malgré une augmentation, je crois qu'il y a eu x4 ou 5 entre 2021 et 2022 de volontaires qui sont engagés, au final, en termes de nombre, c'est quand même pas une très grande majorité, une très grande partie de notre jeunesse. Donc si on veut chercher de l'efficacité, y compris dans les engagements, investissements budgétaires, et pour que ça touche un maximum de monde, le fait de le rendre obligatoire est pour moi intéressant, parce que on manque d'espace, en particulier pour notre jeunesse, d'espace collectif où on se retrouve indépendamment de nos origines sociales, ethniques, religieuses, tout ce qu'on veut, parce qu'à l'école, malheureusement, on n'arrive pas à chaque fois à faire de la mixité sociale, et donc vous croyez qu'en 3 semaines on va changer les choses ? Non, mais je sais que ça peut avoir des impacts intéressants, ne serait-ce que sur quelques personnes, et je pense que c'est bon à prendre, ne serait-ce que pour rappeler encore une fois certains principes, certains valeurs. Puis on a vendu les casernes, donc de toute façon on peut plus faire marche arrière. C'est ça, comment on va aller, Alexandre Mancino. Mais l'enjeu, quel est l'enjeu ? C'est de recréer de l'unité, c'est de recréer de la cohésion autour de valeurs républicaines. À l'heure où, je le rappelle, la majorité des jeunes de France ne votent pas ou votent pour des partis populistes. Donc, de là à dire que tous les moyens sont bons pour recréer de la cohésion, bon, pourquoi pas, hein, bon, mais néanmoins, je crois que ça ne doit pas non plus cacher, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il faut être vraiment très lucide sur le diagnostic du fait que les jeunesses de France ont besoin d'être réconciliées et ont besoin vraiment de se rassembler de nouveau autour de ce qui fait la France, autour des valeurs républicaines, autour de son histoire, autour de son identité. C'est absolument essentiel. Et pour ce faire, tous les acteurs de socialisation doivent être mis autour de la table. L'école a une vraie responsabilité, doit retrouver ses lettres de noblesse. Les familles ont une responsabilité dans l'éducation civique et citoyenne des enfants. Alors après, le SNU, pourquoi pas ? Simplement, bon, faut rappeler quand même que les considérations budgétaires sont là. Ça coûterait 1,5 milliard, je crois. Dans le contexte que nous connaissons, ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, vous avez, je pense, les choses ont été dites. Bon, c'est 3 semaines. Est-ce que 3 semaines suffiront ? Pourquoi pas ? En tout cas, ça peut être peut-être un élément, mais parmi tant d'autres, parce que ça ne peut pas être la mesure un peu gadget, le côté un peu communicationnel du gouvernement qui cherche, en veux-tu, en voilà, des moyens pour refaire nation et pour ressouder les Français et les Françaises et les Français entre eux. Ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Ça ressemble un peu à un cotard sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez profond dans
cette désunion et 3 semaines ne changeront pas grand-chose. Le président de la République a dit l'expérience militaire vous conduit à développer non seulement des expertises, mais aussi des qualités de comportement, de savoir-être précieux. Ok, mais quand vous arrivez, que vous avez toute une vie où vous n'avez pas eu de règles, pas d'ordre, pas d'habitude d'obéissance, d'obéissance, je suis un peu dubitative. C'est un élément parmi tant d'autres. Il ne faudrait pas que ça devienne la mesure gadget. Ouais. Voilà. Alors Jean-Luc Benamias. Je me demande ce qu'il en sait, si notre président de la République en sait quelque chose sur le service militaire. C'est une question. C'est assez juste. Quelques rappels. Pourquoi nous avons arrêté et pourquoi, dans les années 80, le service militaire s'est arrêté? Parce que la hiérarchie militaire commençait à en avoir assez de devoir gérer ce qu'il n'avait pas à gérer complètement. Autre problème, Eric, tu as raison sur le fait que j'ai fait 3 mois, hein, après j'ai été viré. Très bien, je vais être casse-pied, quelque part. Mais c'était pas mixte, hein. C'est un autre problème par rapport à l'unité sociale que l'on voudrait voir et le mélange social. Le SNU ne répond pas à cela. Alors moi, je veux bien que quelques volontaires, hein, globalement, je pense que cette année, c'est 60 000 personnes. Un truc comme ça, on ne doit pas être loin de ça, hein, au niveau du nombre. Arriver à plusieurs millions, je ne crois pas qu'on puisse y arriver. Tout dépend pour moi de comment on remet de l'union sociale, de l'unité sociale, au niveau de la scolarité, au niveau de tout ce qui s'appelait l'éducation populaire. Et donc, on revient au sujet du départ, il n'y a pas que la Ligue de l'enseignant, mais il y a plein d'autres mouvements d'éducation populaire. Comment on fait pour que toutes les jeunesses françaises puissent à certains moments se retrouver? Alors on a inventé autre chose, qui n'est pour moi pas suffisant non plus. Ça s'appelle le service civique. Valérie, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Il y a beaucoup plus de gens qui font le service civique. Oui. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit pouvoir augmenter de manière importante le nombre de jeunes qui font leur service civique. Et là, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est relativement rémunéré. Pour moi, ça devrait être rémunéré au SMIC. Et dans ce cadre-là, si on pouvait présenter à plusieurs centaines de milliers de nos jeunes, entre 16 et 25 ans, les possibilités dans des mouvements d'éducation populaire, mais aussi, pourquoi pas, dans la police, à la gendarmerie, au niveau des militaires, qui est, pendant un certain temps, payé, rémunéré, mais quelque chose qui fasse, qui est unification, qui est possibilité au plus grand nombre de participer à une œuvre collective d'éducation, je pense que ce serait déjà beaucoup plus favorable que ce SNU qui, globalement, dans ce qu'il est, je peux le dire, je crois pouvoir le dire, les militaires n'en veulent pas. Ouais. Oui, non, mais après, on peut être pessimiste, mais il ne faut pas pour autant perdre son côté actif. Il faut être des pessimistes actifs, comme on dit. Donc, le service civique. Je suis pas pessimiste. Le service civique, c'est bien, mais c'est très complexe aussi pour avoir des autorisations. Leur nombre a été augmenté. Ça nécessite également un accompagnement particulier, alors que là, on est dans des encadrements de groupe. Donc, pour essayer de toucher un maximum de nombre, c'est plus compliqué. En plus de là, à le mettre au SMIC, je ne vous raconte pas le fossé qu'il y a entre la situation actuelle et ce que pourrait représenter comme coût. Mais voilà, donc toutes les bonnes idées sont à prendre et pourquoi pas la généralisation du service civique, en avoir beaucoup plus, je pense c'est important, c'est une demande des associations aussi mais pour autant être accompagné également d'un SNU obligatoire, ça peut être, je pense, dans l'intérêt collectif. Ouais. N'existera pas. Non, vous pensez que c'est encore... parce que ce sera comme le service militaire. Certaines personnes seront obligées de le faire et iront, et d'autres, au fur et à mesure du service militaire, je termine là-dessus, la plupart des classes moyennes, notamment les classes moyennes supérieures, évitaient d'aller au service militaire. Plus on avançait dans le temps, plus ces gens-là n'y allaient plus. Non, on a juste le sentiment qu'il est sur le porte-avions, il est face à des militaires, c'est Noël, faut dire des trucs, voilà, non, c'est... Mais le problème est structurel. Je crois que ça a le mérite au moins de rappeler que la démocratie est en crise, que les Français sont complètement divisés et que le pays a besoin de rassemblement. Ça a ce mérite-là. Après, les moyens à mettre sur la table pour parvenir à cette union nationale, à cette concorde nationale par les suites, je crois que tous les moyens sont bons, enfin doivent être discutés en tout cas, que ce soit à travers le service civique, le SNU ou d'autres moyens à travers tous les acteurs de la socialisation des jeunes. Mais
Et ça, je crois qu'il ne faut pas non plus mettre complètement de côté les considérations budgétaires et la crise économique dans laquelle nous entrons. Je crois que voilà, il faut quand même être très pragmatique quant aux choix qui vont être défendus. Donc en janvier, on verra ce que dira le président de la République. Ouais, non, moi ce qui m'inquiète, c'est l'hyperactivité du président de la République. Vous voyez, il y a quelques semaines, je disais, il n'habite plus du tout en France, il est sans arrêt à l'étranger. Mais là, au-delà des questions de décalage horaire et de dossiers, il est quand même passé de la Coupe du Monde au Charles de Gaulle. Là, il va en Jordanie. Il adapte son discours en permanence, sa gestuelle à l'endroit où il est, et ça fait partie de sa communication. Alors j'espère qu'en Jordanie, je ne sais pas s'il ira visiter Petra, etc., mais qu'il proposera un plan de paix, pas un plan de paix à Israël, vous voyez, ou un truc comme ça. Parce que non, mais on va finir par se demander si voilà, ou alors il va nommer Mbappé comme ambassadeur de France à Tel Aviv. Enfin, vous voyez, il y a des trucs, on ne sait plus où on en est. Il y a des moments, on a le vertige, on a le tournis, et je me demande avec beaucoup d'admiration comment le président résiste à tout ça. Il a ramené un peu de dynamisme au statu quo politico-économique en France de ces dernières années. Un vent de fraîcheur, un vent de dynamisme, on n'est pas contre. D'ailleurs, c'est le choix des Français, donc on va faire. Enfin, vous savez, les tornades, ça fait des désastres un peu partout aussi. Hein. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous allons jouer avant de nous quitter. C'est le grand sapin de Noël Sud Radio, plus que 4 jours avant Noël. Et vous savez que toute la journée sur Sud Radio, vous remportez de magnifiques cadeaux, des consoles Switch reconditionnées par Black Market, des séjours au Futuroscope, c'est pas très loin de chez vous Eric, des places en carré or pour fêter les 20 ans du show Celtic Legend. Bref, beaucoup de cadeaux. 0826 300 300 et nous prendrons le 12e appel aujourd'hui. On veut que vous soyez nombreux à nous appeler pour gagner un très beau cadeau à suivre dans l'émission de 10h. À tout de suite. Sud Radio.